Merci beaucoup. Donc, on va attendre. Et je pense qu'Annie Chantal Vasseur-Hugo va continuer sur cette thématique. Absolument. La liaison entre les astéroïdes et les comètes. Justement, il y en a qui se posent des questions, comètes, astéroïdes, est-ce que tout ça, c'est pas un peu la même chose? Alors, je pense que Annie Chantal Vasseur-Hugo, qui est professeure émérite et astronome au l'ATMOS, j'avais appris hier soir ce que ça voulait, par cœur, ce que ça voulait dire l'ATMOS. Atmosphère, milieu, observation spatiale. Ah oui, d'accord. Eh ben, je comprends pourquoi je m'en suis pas souvenu. Voilà. Et donc, voilà. C'était autrefois Pierre et Marie Curie. Oui, voilà. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va avoir besoin de notre spécialiste informatique? Est-ce qu'on a des nouvelles de pour qui? Oh, alors attention, je ne sais pas si on peut vous dire ça. Argentine 2, France 1. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui vont mal dormir ce soir. On me demande si ça va aller. Est-ce que la question est pour le foot ou pour ma présentation? Ah, ce foot, c'est de la connexion. Non. Cher ami, nous allons peut-être avoir besoin de vous. Il se trouve que nous avons dans la salle un grand spécialiste. Jean-Pierre. Voulez-vous aider ces dames? Comment tu t'appelles? Maximilien. Maxime. Eh bien, Maxime, à toi de jouer. Laissez Maxime travailler. Oui. Excellent. Antonella, oui, j'ai deux questions en fait pour vous en attendant. La première, c'est combien de temps pour Hayabusa 2 la poussière va-t-elle mettre à retomber? Est-ce qu'on a une idée? On n'a aucune idée parce que ça dépend de la consistance du matériel, de l'effet. Vous savez, quand il y a eu la collision de la mission Deep Impact sous la comète, on pensait de voir un cratère beaucoup plus grand et c'était beaucoup plus petit. Donc ça donne vraiment, avec les études dynamiques de la poussière, du temps d'observation du matériel qui remet à retomber, on va caractériser la porosité, la densité du matériau, etc. Ça sera une information physique en plus. J'ai une autre question, on la garde après. Alors. D'accord. Merci. Ça marche, formidable. C'est bien parti. 25 minutes. À vous. Donc, ça a déjà été Il faut mieux parler dans le micro. Ah, c'est... D'accord, il est là. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est bon? Super. Bon, donc on passe à cette comparaison entre comètes et astéroïdes. On ne sait pas tout encore des subtilités à ce propos, mais on en a appris un petit peu. Excusez-moi, j'ai un message important. 2 à 2. Ça y est, je suis complètement déconcentrée. Mais je n'étais pas très concentrée non plus avant. Hein. Donc, je vais évidemment vous parler de la mission Rosetta qui nous a permis, parce que c'est la première fois qu'il y avait un rendez-vous de longue durée avec un noyau cométaire, d'en apprendre un peu plus sur les comètes. Ensuite, m'interroger sur les rapports, les ressemblances ou différences entre astéroïdes et comètes. Et puis, vous parlez de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, pas parce que je suis une dame qui fait le ménage, mais c'est les poussières cométaires, parce que ces poussières cométaires, qui se trouvent comme des poussières astéroïdales aussi dans le milieu interplanétaire, eh bien, elles peuvent nous amener des petites choses, des micro-météorites dont Brigitte Santa parlait un petit peu tout à l'heure. Et à ce moment-là, on peut se poser des questions sur les origines de la vie et autres jolis sujets. Bon, vous avez entendu déjà parler de la mission Rosetta. Vous revoyez ici le rendez-vous, le survol de Steins, plus tard le survol de Lutetia, et le début du rendez-vous qui avait donc lieu en août 2014. Et très vite après, relativement après,
l'atterrissage de Philae, le passage au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, aussi bien pour la comète que pour la sonde Rosetta, et plus récemment, à la fin du mois de septembre 2016, finalement, la fin de la mission. Bon, alors, qu'est-ce que nous a apporté cette mission? Déjà des confirmations sur les noyaux cométaires en particulier. On avait bien l'impression qu'il y avait beaucoup de noyaux cométaires, c'est aussi vrai pour des astéroïdes. Pensez à l'image qu'on a vue tout à l'heure de Itokawa, qui étaient des objets relativement bilobés, formés de 2 morceaux. On savait que la densité des noyaux cométaires était nettement plus faible que celle des astéroïdes, même des astéroïdes de type C. Et effectivement, aux dernières nouvelles, eh bien, la densité, elle doit être de 0,538, ou si vous voulez, une masse volumique de 538 kg par mètre cube. Et je devrais aller un petit peu en arrière pour rappeler d'ailleurs que lorsqu'on avait survolé aussi bien avec Giotto qu'avec les Vega la comète de Halley en 1986, eh bien, on avait un noyau qui était déjà de forme un peu irrégulière, peut-être bien bilobé. Je vais aller très vite sur ces transparents et vous voyez les détails chaque fois sur les missions concernées, la vitesse relative et la distance au noyau. Dans le cadre des missions pour la comète de Halley, la vitesse relative était très élevée parce qu'il y a des comètes, comme la comète de Halley, qui sont sur des orbites rétrogrades, c'est-à-dire qui ne tournent pas dans le même sens de la Terre. Alors évidemment, quand on se rend compte, ça fait un petit peu mal. Donc vous voyez, il y avait toute une collection de noyaux cométaires, tous ces noyaux étant d'ailleurs fort sombres. Et enfin est arrivé, je reprends en la complétant la diapositive précédente, le noyau de la comète de Halley, dont on l'a dit, il a une forme particulière, il est extrêmement sombre, il a une densité faible et surtout, il a une surface extrêmement irrégulière. Toutes ces belles images du noyau de Churyumov-Gerasimenko que j'appelle CG parce que c'est plus simple et on n'a pas à se battre entre les différentes orthographes, sans parler de l'alphabet cyrillique. Donc, une surface extrêmement irrégulière. Et pourquoi ? Par rapport aux astéroïdes, parce que ce sont des objets actifs, c'est-à-dire quand ils se rapprochent du Soleil, quand ils s'échauffent, il se passe plein de bonnes choses intéressantes suite à la sublimation de glace avec un S, parce qu'il n'y a pas seulement de la glace d'eau. Et donc, cette sublimation de glace nous donne de très jolies images qui... Ah, bon, là, ça doit être bon pour les Français. Oui, donc, waouh, il y a des sursauts d'activité, n'est-ce pas, des jets de matière. Là, il y en a plus que 3, des images. Bon, et il y a des sursauts spectaculaires, surtout quand les Français marquent un but, n'est-ce pas? Et en particulier, on peut dire que des sursauts spectaculaires, il y en a eu, par exemple, au mois de février 2016, donc quelques mois après le passage au périhélie, et il y en a eu encore un petit peu plus tard. Pour vous donner un ordre de grandeur de bilan, on pense que lorsqu'il y a en moyenne, enfin au maximum, quand la comète était relativement proche de son périhélie, et Rosetta a pu calculer que par minute, il pouvait s'échapper 200 tonnes de matière à peu près. Ce qui est quand même pas mal. Alors d'ailleurs, il y a une partie de matière qui retombait sur le noyau de la comète. C'est comme ça qu'on a du régolithe qui se forme. Et des estimations toutes récentes disent que la perte de matière du noyau de la comète, qui représente d'ailleurs peut-être 1 mètre en épaisseur ou autre, ça représente à peu près 0,1% de la masse totale de la comète. Bon, je vais essayer d'éviter tous ces détails, c'est pas le sujet. Alors, les grandes choses qu'on a trouvées vraiment originales sur le noyau de la comète, c'est non seulement qu'il y avait des organiques, on s'en doutait depuis longtemps, que cette phase organique, elle était constituée de molécules organiques complexes, mais surtout que la proportion d'organique, si vous le regardez en haut en masse ou en dessous en volume, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a à peu près autant
d'organique que de minéraux, je parle de matière réfractaire, n'est-ce pas, qui est dans les poussières, dans les particules solides, et même en volume, parce que les molécules organiques vont être moins denses que de la matière silicatée. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de matière organique que de matière silicatée. Ça peut laisser rêveur. Et puis, je parle à propos de ces poussières que j'aime beaucoup, je dois l'avouer, non seulement de leur composition, mais aussi de leur structure. Leur structure est une structure typique en agrégat. On le voit sur ces belles images qui ont été obtenues avec l'expérience Cosiscope par Yves Langevin. Vous voyez à cette échelle de quelques centaines de microns, on a l'impression qu'il y a plein de petits morceaux. À une échelle encore plus fine qui a été obtenue avec le microscope à force atomique, et là c'est des résultats de Turid-Manel, eh bien vous voyez des grains, des agrégats de grains. Là, c'est avec un microscope à force atomique, donc c'est, on peut dire, une récupération d'images en 3D. On n'obtient pas directement, récupération. Hein. Et tout ça, ça vous rappelle peut-être un petit peu les agrégats que Antonella nous montrait dans sa simulation tout à l'heure, quand il y a la toute petite origine du système solaire. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait une structure hiérarchique, que l'on ait une dimension fractale assez faible, on voit vraiment qu'on tombe totalement là-dedans. Bon, venons-en, il est temps, hein, à des analogies entre comètes et astéroïdes. Hein. Bon, alors, chose triviale, si on s'intéresse à la forme, des objets bilobés, il y en a aussi bien pour des astéroïdes que pour des comètes. Et là, vous voyez à la fois une image radar de Cléopatra et une image obtenue par les Chinois de Toutatis, et tout ça des objets un peu bilobés. Présence de régolithes, donc ces poussières qu'il peut y avoir sur la surface. Hein. Le premier à avoir vu ce genre de choses, c'était Neil Shoemaker avec la mission sur Eros, et plus récemment, bien sûr, on a vu ça aussi, surprise, hein, pour aussi Churyumov, Gerasimenko, avec comme des dunes qui proviennent de changements de température essentiellement. Et encore dans les analogies, et là, c'est pas seulement des analogies, je devrais dire, c'est que dans certains cas, la distinction entre astéroïdes et comètes est assez subtile. Eh bien, on peut parler d'un objet qui s'appelle Elst-Pizarro, qui, comme vous le voyez écrit ici, a à la fois une désignation d'astéroïde avec le 7968, c'était le 7968e astéroïde qui avait été découvert, ça se passait en 79, et puis il s'appelle aussi 133P/ Elst-Pizarro. Ça, c'est les désignations comme les comètes 1P/Halley, etc. Hein. C'est-à-dire que cet objet, eh ben, il a une activité, justement une activité qui est récurrente avec sa période. C'est-à-dire chaque fois qu'il passe un peu moins loin du Soleil, eh bien, il y a quand même de l'éjection de matière, hein, probablement par sublimation de glace, et on arrive à cette notion de certains astéroïdes qui doivent être fort riches en glace. Hein. Et puis, il y a aussi, on peut citer aussi un objet qui avait été désigné P2013-R3, hein, qui s'est désintégré lentement. Alors, quand on regarde les images, ça fait penser aussi à une chevelure autour d'un noyau cométaire, mais c'est peut-être simplement la désintégration d'un tas de débris, ces astéroïdes formés de Rubble Pile, si je reprends l'appellation anglaise. Et oui, c'était un astéroïde ayant cette forme Ephéiorpe. Alors donc, il y a quand même des analogies, des choses subtiles, et puis il y a des vrais faux amis, pourrais-je dire. Hein. Eh bien, par exemple, on avait beaucoup parlé, il y a un certain nombre d'années, oui, c'était en 2010, si je ne me trompe, d'une superbe comète, hein. Et cette superbe comète qui avait été observée par le système linéaire au sol, quand on en a pu en avoir en bas à droite de meilleures images venant du Hubble Space Telescope, eh bien, on s'est rendu compte que c'était simplement un astéroïde
qui s'était trouvé certainement subir un impact, hein, et ce qu'on voyait, la superbe queue à l'arrière, la superbe traîne, ben, c'était simplement des poussières qui étaient repoussées, hein, et on s'est rendu compte ensuite que tout ça, c'était un objet appartenant à la famille Flora. Alors dans le cas des, je ne sais pas si c'est des vrais faux amis, Phaéton est un astéroïde tout à fait fascinant, non seulement parce qu'il a un H de plus quand on l'écrit en anglais que quand on l'écrit en français, ça c'est pas très grave, mais suivant les auteurs, eh bien c'est soit un astéroïde, soit une comète. Alors c'est un géocroiseur qui a fait des découvertes il y a pas mal d'années déjà, qui a une orbite qui a un peu de type cométaire. Là c'est une image radar qui a pu en être obtenue. Ah, mais alors ce qui devient intéressant, c'est que cet astéroïde, c'est le corps parent d'un essaim, je pourrais dire, d'étoiles filantes, hein, les Géminides, que l'on voit à la mi-décembre normalement. Et ce que c'est peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que je crois que personne n'a la science infuse en la matière, c'est peut-être simplement un noyau cométaire, c'est un objet très sombre d'ailleurs, hein, qui appartient à ce qu'on appelle les noyaux cométaires dormants ou défunts. Dormant, ça veut dire que maintenant il y a tellement de régolithes sur la surface que sur la surface il ne reste plus du tout de glace ni même sous la surface, donc il ne peut pas devenir actif. Et défunt, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus du tout de glace, c'est ce qui reste quand un noyau cométaire est usé, si je puis dire. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces petits corps non différenciés, hein, qui ce soit des astéroïdes, comme il a été dit avant, ou que ce soit des comètes, eh bien, ils ont gardé des traces du jeune système solaire, justement parce qu'ils ne sont pas différenciés. Hein. D'ailleurs, je préfère les appeler primordiaux que primitifs. Je trouve que ça fait plus chic, hein, mais enfin, c'est juste pour plaisanter un petit peu. Hein. Que l'on parle d'astéroïdes de type C ou D, hein, carbonés sombres qui se trouvent dans la partie externe, vous l'avez vu, de la ceinture principale, hein, ou d'objets de Kuiper qui sont pourvus de glace, tout ça, ça présente quand même des analogies avec les noyaux cométaires. Continuons, et maintenant, je voudrais vous parler de ces poussières, qu'elles soient cométaires ou astéroïdales. D'ailleurs, elles ne vont pas rester sagement à côté de leur corps parent. Hein. Donc, si je parle des petites poussières qui sont éjectées par les noyaux dans les chevelures cométaires, eh bien ces poussières se trouvent progressivement repoussées par la pression du rayonnement solaire. Alors là, j'adore cette figure parce que c'est peut-être cette photo, pardon, c'est peut-être la plus belle photo qu'on ait obtenue ces dernières années. Enfin, il y a déjà un certain temps, hein, puisque c'était en 2007, avec la comète Magnotte, qui avait été découvert, comme son nom l'indique, par Magnotte, et c'est lui-même qui a obtenu ces magnifiques images dans l'hémisphère sud, donc à Siding Springs. Et ces queues de poussière, elles ont un aspect blanchâtre, tout simplement parce qu'elles sont lumineuses à cause de la lumière solaire, et tout ça, ça va s'étirer dans le milieu interplanétaire. Autre chose que l'on connaît depuis quelques dizaines d'années, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais les cometary trails, que j'ai envie de traduire plutôt que par traîne cométaire. Hein. Ce sont des débris de plus grande taille qui sont visibles dans l'infrarouge. Hein. Et donc tout ça, ça part petit à petit dans le milieu interplanétaire. Et je dois dire aussi, bien sûr, il y a aussi les débris de collision entre astéroïdes et des bandes constituées par ces débris au niveau de la ceinture d'astéroïdes. On a pu en mettre en évidence. Et donc maintenant, ce nuage interplanétaire, bon, je vais passer très vite là-dessus, c'est juste pour faire un peu de physique tranquille, pour vous dire que les poussières qui se trouvent dans le milieu interplanétaire, évidemment, elles sont soumises à la gravité du Soleil, elles sont soumises à la gravité de toutes les planètes et de tout ce qui traîne dans le système solaire, mais elles sont aussi soumises à la pression du rayonnement solaire. Et vous voyez que évidemment, la pression du rayonnement solaire, ça va être dans le sens opposé à la gravité solaire, et il est intéressant de comparer les deux forces. Eh bien, en fait, ce qui se passe, on parle parfois d'un paramètre bêta, etc., mais c'est pas la peine. Enfin, si, je pourrais dire quand même que ce qui joue là-dedans,
c'est pas seulement la taille des particules, c'est le produit de leur taille, hein, ce que j'ai défini par le D dans la petite formule là-haut, par leur densité. Donc, ce qui va se passer, c'est que des très petites particules de poussière qui sont très petites et très peu denses, ou qui sont extrêmement petites et de densité à peu près normale, submicronique on va dire, et bien celles-là, flouf, elles sont soufflées vers l'extérieur du système solaire et elles partent sur des trajectoires hyperboliques. Et puis des petites particules, alors typiquement la dizaine de microns, de micromètres, et bien elles vont être un petit peu freinées et elles vont décrire des trajectoires spirales qui vont les amener à tomber vers le soleil, c'est ce qu'on appelle l'effet Poynting-Robertson, et ça met du temps. Je reviens à notre chère mission Rosetta, elle a mis 10 ans pour aller, la sonde spatiale Rosetta a mis 10 ans pour aller de la Terre jusqu'à la comète, vous l'avez vu, en s'éloignant de plus en plus de la Terre, mais là on n'est plus dans les 10 ans, on est dans les 40 000 ans ou dans les 100 000 ans, une petite poussière qui serait par exemple au niveau de la Terre pour qu'elle tombe vers le soleil. Et tout ça, ça veut dire que se forme un beau nuage interplanétaire. Ces images que l'on voyait, il paraît que Cassini pouvait observer la lumière zodiacale à l'Observatoire de Paris. Bon, ben maintenant, même à l'Observatoire du Pic du Midi, moi je la vois parce que j'y crois. Et pour la voir vraiment, il vaut mieux se trouver au Mauna Kea à Hawaï. Là, franchement, il n'y a pas photo, si je puis dire. Donc, avec au niveau de nos yeux, c'est plutôt sous la forme d'un fuseau, mais cette lumière est un petit peu partout. Et cette lumière, elle provient de la lumière, c'est de la lumière solaire qui est diffusée par les petites poussières. Et évidemment, il y a perte de matière et il y a aussi apport de matière. On peut penser que le nuage est relativement stable, qu'il est partiellement hétérogène parce qu'il y a les bandes astéroïdales, il y a les débris, les traînes cométaires, etc. Et ce qui est certain, quand on voit cette allure, c'est bien que quand on va vers le Soleil, eh bien, il y a de plus en plus de matière, vous voyez, c'est de plus en plus lumineux. Et quand on se rapproche d'un plan qui est proche du plan invariant, du plan de l'écliptique, le plan invariant du système solaire, là aussi, il y a de plus en plus de signal. Alors, toujours pour parler un petit peu de ce nuage interplanétaire, ce qui est assez intéressant, c'est que entre la fin des années 2000 et puis le milieu des années 2010, par 3 méthodes indépendantes, des analyses d'observation de la lumière zodiacale que typiquement on faisait avec Jérémy Lassus, des modélisations dynamiques savantes faites par l'équipe de Nesvorny aux États-Unis, et puis aussi des observations de l'émission thermique de la lumière zodiacale. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'émission thermique. Là, vous voyez là-haut une sorte de carte de notre galaxie dans l'infrarouge obtenue par Kobe. La droite horizontale représente le plan de la galaxie et vous voyez une espèce de sinusoïde qui se dessine. Eh bien, c'est tout simplement le voisinage du plan de l'écliptique quand on projette ça en version sur un plan. Et donc, tout ceci pour vous dire que ces 3 types d'observations indépendantes d'équipes qui ne se connaissaient pas d'ailleurs avant d'avoir fait les travaux, ça a prouvé, à notre grande surprise d'ailleurs, je dois dire, que la majeure partie des poussières interplanétaires qui arrivent au voisinage de l'orbite terrestre, c'est pas vrai partout ailleurs, eh bien, semblent bien être d'origine cométaire. Et si je cite Nesvorny, il va dire que plus de 80% en masse, au niveau de l'orbite terrestre, de ce qui arrive comme poussière, est d'origine de comètes de la famille de Jupiter. Bon, alors peut-être. Ce qui est certain, c'est que ces comètes de la famille de Jupiter, elles décrivent des orbites relativement courtes, n'est-ce pas ? Et elles ont des vitesses relatives par rapport à la Terre, et des orbites relativement courtes et dans le sens direct, comme la comète Churyumov-Gerasimenko et Virtanen et bien d'autres. Et donc, ça veut dire que leur vitesse relative par rapport à la vitesse de la Terre, lorsque les poussières arrivent au voisinage de l'atmosphère terrestre, eh bien, elle n'est pas trop catastrophique. Et j'en arrive donc à ces poussières dans l'environnement terrestre.
La collecte de poussière cosmique dans l'atmosphère, ça a été un grand rêve depuis les années 70. Il y a eu à la fois des collectes, des essais de collecte, je devrais dire, depuis les stations spatiales orbitales, Skylab, Salyut-7, la station Mir, et puis depuis la Long Duration Exposure Facility, dont vous voyez une image là-haut. Et surtout avec les données de LDEF, eh bien, il y a eu des estimations du taux d'accrétion qui correspond à peu près à 40 millions de kilogrammes par an, ou si vous voulez 40 000 tonnes par an, mais enfin plus ou moins 20 000. C'est-à-dire que quand on fait le ménage, eh bien, il y a quelques petites poussières, mais enfin c'est quand même pas la majeure partie, surtout quand on habite en Île-de-France. Bon. Alors, il y a eu des collectes maintenant qui ont été vraiment réalisées avec succès. Ça a commencé dans les années 80 avec Don Brownlee, sous les ailes d'avions stratosphériques. C'était des missions de la NASA. Et ces particules qui étaient collectées dans la stratosphère, ensuite elles étaient triées. Ça peut se faire encore maintenant, essentiellement au Johnson Space Center aux États-Unis. Parce que là-dedans, il y avait évidemment plein de poussières d'origine terrestre. Ça peut être des poussières de feux de forêt, de que sais-je, des débris orbitaux, bien entendu, et des poussières extraterrestres, ce qu'on a appelé aussi des poussières cosmiques, qui sont surtout interplanétaires et qui sont appelées assez curieusement IDP, pour Interplanetary Dust Particles, qui sont collectées dans la stratosphère, pour être précis. Alors, venons-en à ces poussières. L'image que je montre au milieu à droite, c'est l'image classique qu'on trouve un petit peu partout dans la littérature. L'image plus en bas, c'est une image plus récente, je crois qui m'a été fournie par des collègues co-auteurs d'un papier qu'on a sorti récemment. Et là-dedans, la classification classique de ces particules collectées dans la stratosphère, qui sont donc des choses qui font quelques dizaines et plus de microns, c'est entre les chondritiques et les non-chondritiques. Et parmi les chondritiques, donc avec des chondres, ce qu'on voyait précédemment, il y a celles qui ont cette structure très poreuse d'agrégats qui nous intéressent parce qu'aujourd'hui, avant, on disait ça doit être cométaire, mais maintenant, on est bien obligé de dire que ça ressemble incroyablement en composition et en structure au cométaire. Je vais aller très vite pour vous dire qu'il y a aussi des poussières cosmiques qui sont collectées au sol depuis les années 80, essentiellement dans l'Antarctique, essentiellement par les groupes français, Jean Duprat, Cécile Langrand, etc., et des groupes japonais, et certaines qui nous intéressent tout spécialement sont celles qui n'ont pas fondu, qui sont toutes belles et qui sont appelées les Ultracarbonaceous Antarctica Micrometeorites. UCAM, c'est plus facile à dire, et elles sont collectées loin de toute source de pollution, en altitude, à plus de 3200 mètres d'altitude, dans de la neige, et là encore, l'origine cométaire qui avait été suggérée à l'époque de Stardust est de plus en plus confirmée aujourd'hui. Et donc, pour en terminer, j'ai envie de vous dire que Rosetta, bah oui, on l'avait appelé Pierre de Rosette, bien avant que même la mission ne soit décidée, comme vous le montre cette vieille image dans laquelle on voit à la fois en haut la nébuleuse de Rosette, au milieu le noyau de la comète de Halley, et en bas des météorites, une coupe d'une météorite carbonée. Eh bien, ça nous suggère l'apport de molécules carbonées complexes sur la jeune Terre. Alors, c'est ce que Antonella disait tout à l'heure. Par les impacts directs, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est certain, c'est que quand des comètes sont précipitées dans le système solaire interne, bien sûr, elles peuvent se cracher, comme dans la belle vue d'artiste, sur la Terre, mais elles peuvent aussi très simplement disperser énormément de poussière dans le milieu interplanétaire. Et Nesvorny, que je citais tout à l'heure, estime que le nuage interplanétaire, en matière de densité en particules, était à peu près 10 000 fois plus dense à cette époque qu'il ne l'était aujourd'hui. De toute façon, il n'y avait personne pour en prendre des images, bien entendu.
Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petites poussières très riches en matière carbonée, quand elles arrivent sur ces orbites qui ont été, ces orbites spirales qui sont freinées, elles descendent dans l'atmosphère de la Terre, que ce soit l'atmosphère de la Terre primitive ou aujourd'hui, très lentement, à cause de leur structure très floconneuse, de leur très faible densité, et ça veut dire que la matière carbonée a plus de chances d'ajouter. Donc, pour terminer, analogie entre astéroïdes carbonés et noyaux cométaires, je crois qu'on va continuer à en parler encore pendant un certain temps, grâce à Hayabusa 2, à Osiris-Rex, et peut-être à une future mission cométaire dans des délais très lointains, une mission américaine appelée César, qui pourrait peut-être retourner vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Et alors, de façon plus exotique, eh bien, pour être collé avec la réalité, puisque je vous montre des résultats qui sont sortis dans Nature le 27 juin de cette année, hein, eh bien, on avait parlé il y a quelques mois d'Oumuamua, hein, un astéroïde qui avait traversé le système solaire. Alors tout ça, c'est des vues d'artistes, hein, admirables. Hein. Mais depuis que cet astéroïde a traversé le système solaire, des collègues ont fait des grands travaux pour estimer très proprement son orbite dans le système solaire, ont vu qu'il était soumis bien sûr à de la gravité, mais aussi à des forces non gravitationnelles, hein, qui pourraient venir d'éjections de matière, etc., etc. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la session de questions. Je Oui. me suis juste permis de rajouter dans mes remerciements, avec des points de suspension, parce que j'oublie tous ces grands nombres de collègues que j'apprécie beaucoup, mais j'ai aussi mis les noms de 2 collègues et amis qui sont décédés au cours de ces tout derniers mois. Avancer les chaises. Oui, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la session des questions-réponses. Moi, j'avais déjà une question pour rester sur les comètes. Je vais poser peut-être une question bête. Est-ce qu'il y a des comètes qui peuvent devenir astéroïdes? C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de Phaéton. Phaéton, c'est peut-être une comète dormante ou défunte, une comète éteinte. Quand elle a perdu toute sa glace? Quand elle a perdu toutes ses glaces, parce qu'il y a des glaces de oui. plein de choses, et que ces glaces ne sont plus, qu'elle n'est plus active, allons-nous dire simplement, à ce moment-là, on peut pas voir la différence. Il faudrait aller sur place, et si on voyait une surface très tourmentée qui témoigne